nombreuses. Donc, avant de démarrer, pour permettre aux dernières personnes de rentrer dans la salle, est-ce que quelqu'un pourrait me dire par chat si vous m'entendez bien? Je vous en remercie par avance. Merci, super. Alors, je vais couper ma caméra parce que j'ai des signaux qui me disent que mon débit Internet n'est pas très stable. Donc, de toute façon, le plus important, c'est la présentation. Donc, je me permets de couper la caméra. Voilà, donc écoutez, je ne vais pas tarder à démarrer, encore une petite minute ou deux, et puis on va parler ensemble donc, du thème d'aujourd'hui, donc de comment raccourcir le développement de son projet photovoltaïque. Bon, écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, vous êtes déjà nombreuses et nombreux. Donc aujourd'hui, mon propos, c'est d'explorer avec vous cette problématique donc de la durée de développement des projets d'énergie renouvelable et plus particulièrement aujourd'hui des centrales solaires. Donc ce webinaire est structuré en deux parties. Donc il y a celle qui va nous occuper jusqu'à 12h30, qui est donc une présentation au cours de laquelle je vais explorer les leviers pour raccourcir la durée des projets, vous proposer une approche des outils, répondre à vos questions. Et pour celles et ceux qui sont intéressés et qui souhaitent aller plus loin, il y a possibilité donc de prendre rendez-vous. Vous avez sur l'écran des boutons qui vous permettent de prendre rendez-vous pour qu'on puisse, dans un deuxième temps, se prendre 20-30 minutes pour explorer votre projet particulier et voir si ce que je vous ai présenté, ça peut éventuellement vous aider et si oui, comment vous pouvez faire. Donc ça, c'est aujourd'hui la première partie, une présentation. Vous pouvez intervenir par le chat, n'hésitez pas. J'essaye d'être attentif en même temps aux questions qui sont posées. Donc, je vais démarrer avec le pourquoi ce webinaire. Donc, je suis parti d'un rapport de France Territoire Solaire qui était fait en février 2021, donc relativement récent, même si les choses vont très très vite en termes d'énergie. Un rapport dans lequel il était clairement identifié que le développement d'un projet de centrale solaire au sol était très différent la durée en tous les cas était très différente en Allemagne, avec plus d'un an, à peine plus d'un an en Allemagne, et 4 ans en France. Et là, je pense qu'on parle des phases donc, de préfaisabilité, faisabilité et d'obtention des autorisations. Je ne pense pas que soit pris en compte tout le travail de démarche foncière et notamment la construction du projet. Donc déjà, sur ces trois phases, donc de la préfaisabilité, faisabilité, obtention des autorisations, il semblerait qu'en France, donc, on ait une durée qui soit beaucoup plus importante. Et France Territoire Solaire mettait en avant le fait que de réduire les durées et les risques liés au développement, les deux sont quand même assez liés, mais enfin, en tous les cas, les risques étaient un enjeu clé pour un développement optimal des centrales solaires pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Excusez-moi. Donc, ce groupe de réflexion a fait 7 propositions pour un cadre adapté pour la phase d'instruction. Donc, on sont vraiment focalisés sur la partie instruction. On ne va pas balayer en détail toutes ces propositions, il y en a 7. Moi, ce que j'en retiens, c'est pour ça que j'ai illustré ça avec une sorte de labyrinthe, c'est qu'en fin de compte, le constat est fait que le porteur de projet se trouve au milieu d'un labyrinthe avec des interlocuteurs qui sont dispersés. Pour les joindre, c'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est
de France Territoire Solaire, c'est de réfléchir à un nouveau cadre pour adapter pour la phase d'instruction. Alors, ce qui me semble important, en tous les cas, c'est de réfléchir à cette notion de où sont les freins. Voilà. Donc, parmi les 7 propositions, j'ai identifié, moi, 5 propositions pour lesquelles on pouvait agir sans forcément attendre qu'il y ait un cadre organisé, formel qui soit mis en place. Et plutôt de créer un cadre informel qui va permettre d'atteindre les objectifs de ces propositions, un cadre informel qui va se construire à travers la confiance que vous pouvez générer avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les collectivités, y compris les services instructeurs. Donc j'ai pris quelques extraits de ces 5 propositions. J'ai mis en rouge des mots-clés. Hein. Donc, par exemple, on retrouve le mot encadré, on retrouve le mot incertitude, on retrouve le mot d'association, on retrouve le mot de coordination, on retrouve le mot donc de public, qualité de l'information, acceptabilité sociale aussi et appropriation locale des projets. Le propos que je vais avoir aujourd'hui, c'est de se dire, oui, ce sont des pistes d'amélioration certaines. En revanche, d'attendre que ce soit les pouvoirs publics qui mettent en place ce cadre, peut-être que ça va prendre encore quelques années. Donc, inspirons-nous de cette réflexion, faisons en sorte que ce qui est identifié comme frein puisse être levé, mais ayons une démarche qui va être plus volontaire et qui ne va pas forcément attendre que la puissance publique organise au mieux la phase d'instruction. Donc, c'est comment vous pouvez-vous faire en sorte que ces améliorations arrivent. Et bien évidemment, vous n'avez pas la capacité à imposer à qui que ce soit que les gens travaillent différemment, mais en tous les cas, vous pouvez changer les relations et transformer le labyrinthe en quelque chose de plus participatif des différentes entités, des différentes parties prenantes, et donc de construire, à travers la confiance que vous allez construire un cadre pour votre projet qui sera plus favorable. Voilà, c'est mon propos aujourd'hui. Bien évidemment, ça, c'est une posture, une idée. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut le faire avec des choses très opérationnelles. Donc, l'idée, c'est de trouver les leviers. C'est une question de confiance, en fin de compte. Hein, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler sur ce levier confiance. Bon, la confiance, ça ne se décrète pas, pardon, hein, ça ne s'impose pas, ça se construit. Donc, la méthode que je vous propose, c'est déjà, dans un premier temps, de connaître quels sont les risques de défiance. Hein, s'il n'y a pas de confiance, c'est qu'il peut y avoir de la défiance ou de la méfiance. Et donc, pas très loin, c'est les risques de contestation. Bien évidemment, une fois que vous avez identifié ces risques, c'est beaucoup plus facile de les éviter, mais encore faut-il avoir quelque chose qui permette d'organiser l'évitement. Hein. Donc, je vais vous montrer comment on peut éviter ces risques. Et dans un troisième temps, si nécessaire, si on n'a pas pu éviter tous les risques, c'est de les réduire au maximum. L'objectif, donc, c'est bien de construire la confiance avec toutes les parties prenantes. Donc, je le répète, et pas uniquement les riverains, les associations, mais bien aussi les services instructeurs et les collectivités qui jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la dynamique des projets de centrales photovoltaïques au sol. Alors, cette approche, nous, on l'a structurée, on l'appuie sur une phase de R&D qu'on a construit au sein de la société, hein, donc une société qui a 11 ans. Les premières années ont été dévolues à de la R&D assez intensive avec des laboratoires universitaires du CNRS, notamment des laboratoires de sociologie, avec l'aide d'organismes comme l'ADEME. Et l'idée, c'est de poser les bases de qu'est-ce que c'est l'acceptabilité, pas forcément pour que ça soit une recherche absolue de l'acceptabilité, mais bien de comprendre quels sont les leviers, les mécanismes qui font qu'un projet va pouvoir se servir de cette dynamique pour construire cette confiance autour de lui et donc, à terme, obtenir l'appropriation locale, l'acceptation locale ou plus généralement l'acceptabilité
des projets. Juste un peu de sémantique. Le photovoltaïque, c'est quelque chose qui a une bonne acceptabilité, c'est-à-dire que si vous interrogez les gens au niveau national, ils vont vous dire oui, bah c'est très très bien. Quand on descend à l'échelle locale, on va se retrouver plus avec des problématiques de ce qu'on appelle l'appropriation locale, hein, de l'acceptation locale, mais aussi l'acceptabilité, parce qu'il commence à y avoir des tensions entre vous mettez des panneaux à la place de la forêt, moi je ne suis pas d'accord. Donc ce n'est pas une question uniquement de voisinage, c'est aussi une question de positionnement par rapport à la démarche même, à la technologie même du panneau photovoltaïque. Je ferme la parenthèse, je ne vais pas vous embêter avec ces considérations un peu théoriques, mais en tous les cas, qu'est-ce que l'on a identifié, nous, dans notre approche de R&D? On a vu des choses qui sont évidentes, hein, c'est-à-dire c'est quoi l'acceptabilité d'un projet, c'est quoi les risques de contestation? Ben, c'est à la fois une interaction entre un projet que l'on simule, nous, sous la forme d'un iceberg, qu'on représente sous la forme d'un iceberg, et un territoire. Et c'est la rencontre entre ce projet et ce territoire qui va générer un niveau d'acceptation, d'appropriation qui va être satisfaisant ou pas. Dans tous les cas, nous avons creusé donc ces différentes composantes avec nos partenaires universitaires et nous avons identifié deux grands éléments. Le premier, c'est qu'il faut considérer le projet dans autre chose que simplement son contenu technique, et économique et réglementaire, qui représente en fin de compte la partie émergée de l'iceberg, ce sur quoi tout le monde se focalise, hein, parce que si vous ne faites pas un projet qui est très bien structuré d'un point de vue technique, qui est rentable et qui soit réglementaire, bah, vous n'irez pas très loin, mais en tout cas, ça ne suffit pas. En termes d'acceptabilité, ça ne suffit pas. Il y a deux autres dimensions qui sont quasiment aussi importantes, que sont les relations avec le territoire et le portage du projet. On ne parle pas du portage juridique, mais bien d'un portage territorial. Là encore, ça peut paraître évident, mais tant qu'on ne l'a pas mis sur la table et qu'on ne l'a pas renseigné, on peut passer à côté de pas mal de leviers et en fin de compte se trouver coincé par des questions qui sont peut-être plus liées au contenu qui souvent est peu malléable. Hein. Le contenu technique d'un projet il peut être pas du tout malléable. L'autre dimension est représentée par le territoire. Et le territoire, on a pu mettre en place un système d'analyse qui va aller chercher quelle est la sensibilité territoriale et quelle est la sensibilité qu'on peut appeler sociétale, donc plutôt liée aux acteurs. En sachant donc que vous avez un projet qui arrive sur un territoire et s'il y a une sensibilité forte, ben, le projet risque d'être rejeté. Je me permets de faire la métaphore de dire quand vous mettez un glaçon dans la bouche, les personnes qui ont des sensibilités très fortes au niveau des gencives vont rejeter le glaçon très rapidement. Voilà. Donc c'est bien connaître la sensibilité du territoire, bien connaître son projet et de voir comment les deux choses peuvent ou pas être conciliées. Donc ça, ce sont les principes théoriques. Donc je ferme la parenthèse. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la partie opérationnelle. Donc trois actions pour aller vers ce raccourcissement du développement du projet en passant par la conférence. Donc trouver les bons leviers. Donc la première chose à faire, c'est de caractériser la sensibilité du territoire et le potentiel d'acceptabilité du projet. Donc, cette sensibilité du territoire, nous pouvons l'analyser à trois échelles, à l'échelle d'un département, à l'échelle des EPCI, donc des communautés de communes, et à l'échelle de la commune. On peut le faire aussi, quel que soit l'état d'avancement du projet. Donc, vous voyez, j'ai mis des flèches vertes sur préfaisabilité, faisabilité, obtention des autorisations. Il n'est jamais trop tard de se dire je vais aborder mon projet un peu différemment, je vais prendre de l'information pour voir si je peux éviter les risques que je ne connais encore pas ou éviter des risques que j'ai déjà vus, mais un peu mieux les qualifier si on est déjà en phase d'obtention des autorisations et qu'on s'aperçoit que c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Donc, trois échelles territoriales, trois temporalités, trois niveaux de maturité du projet, et on peut intervenir à toutes ces échelles, qu'elles soient temporelles ou spatiales. Alors, comment on fait?
dans ces phases de R&D, donc on a développé des outils qui sont pour l'instant les seuls sur le marché et qui permettent déjà dans un premier temps d'analyser la sensibilité territoriale et ça sans faire d'enquête. Ça, je sais que les porteurs de projets sont toujours très très attentifs à la mise en connaissance de leur projet. Hein. Est-ce qu'on rend public notre projet ou pas? Quand on n'a pas sécurisé le foncier, c'est toujours compliqué. Mais plus on avance dans le projet, ben, plus les gens commencent à entendre parler du projet et on peut commencer à avoir des contestations qui arrivent, alors même qu'on n'a pas vraiment démarré le projet. Donc, on a développé une approche, un outil qui permet déjà, sans enquête, je le répète, d'avoir une sensibilité territoriale. Et comment on fait? Eh ben, on va faire une analyse du cadre de vie, puisqu'on s'est aperçu que c'était un élément très important dans la réaction du territoire. Et là, on parle bien cette fois-ci des riverains, des habitants. On va analyser la gouvernance locale. Donc là, on va plutôt s'adresser aux collectivités, de savoir comment elles fonctionnent, de savoir si vous avez une collectivité qui est pro ENR et qui est prête à soutenir votre projet, est-ce qu'elle a une capacité à accompagner votre projet, à ne pas changer de position en cours de route, hein, parce que ça, les différents développeurs me font souvent cette remarque. Au début, tout allait bien, et puis au fur et à mesure, la collectivité, la commune a changé de position. Et aussi quelque chose qui est très important, c'est ce que nous, on appelle la capacité de mobilisation. De savoir, est-ce que vous arrivez sur un territoire où il y a déjà eu des mobilisations, pas forcément autour des projets de l'ENR, hein, que ce soit photovoltaïque ou autre, mais est-ce que vous êtes sur un territoire qui a une sensibilité de réaction très forte ou pas? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, on va le regarder aussi à des échelles supra-territoriales, que sont les communautés de communes, les départements et la région. Puisqu'en fin de compte, ce qui se passe dans une commune, bien sûr, c'est propre à la commune, mais c'est aussi dans un bain ambiant, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est-à-dire que quand on est en Ariège, eh ben, ce n'est pas du tout le même contexte que quand on est à Lille, dans le nord de la France. Donc, on a développé un algorithme qui est capable d'analyser les informations que l'on va chercher, pour l'instant encore, si je peux dire, à la main, hein, sur des informations qu'on va chercher, bien évidemment, avec l'outil que tout le monde a actuellement, donc il y a Internet. Hein, on va chercher à partir de mots-clés qu'on identifie de projet. On est capable de faire une analyse de sensibilité du territoire, semi-quantitative. On met des notes. Ça vous permet donc d'avoir une approche assez objective de la situation. Donc là, vous avez à l'écran un exemple d'un projet pour lequel la sensibilité du territoire était très très forte. Hein. On est plutôt sur rouge-orange. Donc attention, on est quand même dans une zone où les choses vont être à prendre avec précaution. Et on a ajouté un deuxième niveau, si c'est possible, si le porteur de projet est d'accord pour qu'on commence à parler de son projet. On peut faire des enquêtes, alors des enquêtes qui ne sont pas des enquêtes d'opinion, on n'est pas en train de demander pour ou contre, on fait des enquêtes qui sont basées sur des approches sociologiques et qui permettent d'aller chercher les perceptions en termes de pertinence, crédibilité, équité d'un projet. Et là encore, on peut adapter les enquêtes en fonction de votre volonté d'être plus ou moins identifié sur la place publique. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire des enquêtes sans parler du projet ni des porteurs de projet. Ça nous est déjà arrivé. Ça fonctionne. Bien évidemment, plus on est précis dans qui pose des questions, plus les réponses sont proches du projet. Mais déjà, avec des enquêtes qui sont sur les perceptions vis-à-vis des énergies renouvelables, par exemple, et qu'est-ce qui se passerait si sur votre territoire il arrivait tel ou tel type d'énergie, comment vous réagiriez, on est bien quand même sur quelque chose qui va vous donner de l'information. Donc là, on fait un diagnostic, et là, je vous ai présenté un diagnostic qui se fait à l'échelle d'une commune et des communes environnantes. On est vraiment dans l'approche. Le porteur de projet a déjà identifié son territoire, il vient et on peut lui donner ces informations. L'autre information dont on a besoin, rappelez-vous, hein, le schéma que je vous ai montré, il y a un projet, donc on a développé aussi un algorithme qui va permettre de qualifier le potentiel d'acceptabilité du projet. On a donc, avec notre travail de R&D avec les sociologues, identifié donc trois
les trois compartiments que j'ai déjà évoqués, le contenu, qui est la partie immergée de l'iceberg, les relations et le portage, et on a subdivisé ces volets avec des composantes un peu plus fines, que sont les perceptions de la pertinence, de l'équité, de la crédibilité, de l'ancrage, de l'ouverture et de la responsabilité. Et là, on a développé donc quelque chose qui va permettre de qualifier votre projet en termes de perception probable. C'est-à-dire que même sans poser des questions à qui que ce soit, on est capable de vous dire, voilà votre projet, comment il risque d'être perçu par des habitants. Là, ce n'est même pas un territoire, c'est des habitants. Donc, vous voyez que le projet, l'exemple qui vous est montré à l'écran, on est sur un projet qui avait des perceptions pas très positives. Hein. Donc, on est sur un potentiel d'acceptabilité du projet relativement faible, mais en même temps, on voit où il y a des points forts. Par exemple, la pertinence du projet n'était pas remise en question pour ce projet-là. Là, on ne parle même pas d'un territoire, on parle d'un projet, parce qu'il faut savoir que quand vous définissez votre projet, la façon dont vous allez le réfléchir, le construire, le faire évoluer, vous avez déjà mis dans votre projet, sans le savoir, des ingrédients qui vont favoriser son acceptabilité ou au contraire la défavoriser. Et c'est avec cet outil qu'on est capable de scanner votre projet et de vous dire, votre projet en l'état, voilà ses points forts, voilà ses points faibles. Donc, à partir de ce diagnostic qu'on appelle prédictif, hein, vous avez un niveau de risque sur le territoire et vous aviez identifié un niveau de risque pour le projet qu'on va transformer en levier. Donc, l'avantage, je vais me permettre de revenir en arrière, l'avantage de cette approche, c'est que, par exemple, si je prends l'équité, ben, vous avez un projet qui, d'un point de vue équité perçue, va être en déficit, c'est-à-dire que les gens vont dire non, ce projet n'est pas équitable, donc ils risquent de dire bah, il n'est pas bienvenu sur mon territoire. Mais l'avantage, c'est que comme vous avez identifié où vous avez un point faible, ben, vous avez une marge de progression très forte. Donc ça veut dire que là, vous avez commencé déjà à identifier des leviers que vous pouvez travailler vous-même sans forcément demander plus d'informations aux parties prenantes. Donc, on vous qualifie à niveau de risque et on vous qualifie les leviers. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vais faire une petite pause. Donc, comment ces outils permettent-ils de générer la confiance du territoire? Où est-il possible de se procurer cet outil? Si la sensibilité est forte, ne vaut-il pas de coup annuler le projet qui pourrait in fine donner une image de la société mauvaise? Qu'entendez-vous par équité? Okay. Alors, en fait, les outils en tant que tels, ce n'est pas ceux qui vont tout seuls générer la confiance du territoire. Hein. C'est vous qui allez construire la confiance avec le territoire. C'est vous, hein. C'est avant tout le porteur de projet. Alors, quand je dis porteur de projet, c'est souvent le chef de projet qui est en première ligne, mais c'est aussi l'entreprise qui soutient le projet ou les partenaires, s'il y a plusieurs partenaires qui participent au projet. Voilà. Donc, la sensibilité est forte. Non, ça ne vaut pas le coup d'annuler le projet parce que ce n'est pas parce que vous avez une sensibilité forte que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Bien évidemment, on va vous donner les moyens de faire une analyse de vous-même, de savoir ce que vous devriez faire. Je vais vous montrer ça tout de suite, de ce que vous devriez faire pour faire évoluer le projet. Et puis, c'est vous qui allez décider de dire, ben, je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Mais en tous les cas, ce n'est pas parce que la sensibilité est forte que vous ne pourrez pas faire le projet. C'est simplement de vous dire, attention, vous rentrez sur un territoire qui a une forte sensibilité. Donc, soyez vigilant sur ce que vous allez faire et soyez vigilant en fonction de l'état de votre projet lui-même. Donc, dans les différentes composantes que l'on a identifiées, donc équité, responsabilité, ouverture, ancrage, crédibilité, pertinence, équité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un projet arrive sur un territoire, il va avoir des conséquences positives et des conséquences négatives. Donc, les acteurs du territoire vont percevoir votre projet et donc déjà, ils vont dire, est-ce que ce projet, il est bienvenu chez moi, est-ce qu'il va apporter quelque chose? Donc là, c'est plutôt le côté pertinence du projet. Donc là, à l'écran, on était sur un projet qui probablement allait être perçu comme pertinent, donc qu'il est déjà pertinent, donc vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que sur la pertinence du projet, puisque déjà, a priori, il a une bonne note. En revanche, sur l'équité, probablement qu'il risque d'avoir une perception en disant non, mais ça ne va pas. À la fois les bénéfices et à la fois
les impacts négatifs ne vont pas être équitablement répartis sur le territoire. Voilà, c'est ça qu'on entend par équité. Alors, j'ai plein de questions. Alors, les outils, ce sont nos outils que nous avons développés à travers notre R&D pour répondre à la question. D'où nous prenons les données pour l'outil, c'est ce que j'ai évoqué, mais peut-être pas assez précisément, c'est que dans un premier temps, en ce qui concerne l'analyse du territoire, nous faisons donc une interview avec le chef de projet. Avec lui, on qualifie son projet et à partir ce qu'on appelle des mots-clés qu'on va identifier, on va aller chercher à travers Internet, on va aller chercher ce qu'on appelle, on fait une analyse de controverse. Avec les mots-clés que l'on a, on regarde si sur le territoire, il y a des controverses autour de ces mots-clés. On fait aussi des analyses beaucoup plus directes, par exemple de l'analyse des comptes rendus de conseils municipaux, si on est à l'échelle d'une commune. On regarde aussi les positions des services instructeurs par rapport au projet concerné. Et à partir de là, donc, on est capable de vous donner une sensibilité du territoire. En ce qui concerne la qualification du potentiel d'acceptabilité du projet, donc là, les données, c'est vous qui allez nous les donner. On a un questionnaire, vous répondez au questionnaire et ce sont vos réponses que l'on va prendre et qui vont rentrer dans l'algorithme et qui vont être mises en perspective avec une sorte de prototype de ce qu'est un projet à forte acceptabilité. Donc, on a développé avec les sociologues et qui va vous donner le radar que je vous ai montré. Donc, le territoire, c'est nous qui l'analysons. On se met d'accord avec vous sur c'est quoi les mots-clés. Le niveau du projet, c'est vous qui allez faire un autotest à travers notre outil START qui s'appelle, et vous aurez ainsi un scan de votre projet. Alors, ces outils ne créent-ils pas une distance avec les interlocuteurs qui peuvent se montrer suspicieux face à des développeurs qui ne se présentent pas? Mais dans un premier temps, là, on est en train de vous aider à vous préparer à arriver sur le territoire. C'est pas la question de faire des choses dans le dos des gens, c'est pas du tout ça. C'est que vous soyez bien conscient du rapprochement entre votre projet et du territoire que vous adressez pour justement aller vers les interlocuteurs avec les bons éléments. Les bons éléments, c'est vraiment ça. C'est surtout pas de faire les choses dans le dos des gens. Donc, je vous remercie pour cette question. Bon, mais il y a d'autres questions. Quelle est la durée nécessaire pour réaliser l'étude de sensibilité territoriale? Peut-on réaliser à une échelle supérieure à l'EPCI? Alors, si on a un projet qui est bien ciblé sur une commune, il nous faut à peu près, une semaine pour vous faire l'étude de sensibilité territoriale et pas sociétale, parce que sociétale, il faut des questionnaires. Donc, c'est un peu plus long, mais déjà, la première analyse territoriale, en une semaine, on peut la réaliser. Quelle est la fiabilité de l'outil sans enquête? N'y a-t-il pas un risque de biaiser les résultats si on ne se penche pas sur le ressenti face aux habitants qui ont leur propre schéma de pensée et leur propre réalité, des éléments non quantifiables? Bonne question, bonne remarque. J'essaye juste qu'on se rappelle ensemble le fait que dans les analyses que l'on a faites, on a démontré que 50% du potentiel d'acceptabilité d'un projet était porté par le projet lui-même, tout seul, voilà, sans forcément parler des gens, comment ils vont le voir ou pas le voir. Donc, il y a déjà un travail à faire sur 50%. Et après, il y aura peut-être encore 50% à faire, mais vous pouvez déjà réfléchir à voir si c'est possible, hein, travailler sur ces 50%. Donc, ce n'est pas une question de vouloir, avec les outils, alors je pense qu'il faut être, j'ai peut-être pas été assez prudent dans la façon dont je les présente, ces outils ne vont pas tout faire, bien loin de là. Ils vont simplement vous aider à bien vous préparer et à faire déjà évoluer votre projet avant même que vous commenciez à parler avec les parties prenantes pour faire en sorte que la distance à parcourir pour justement converger vers leur propre réalité, leur schéma de pensée, cette distance soit la plus courte possible. Parce que quand on dit une distance la plus courte possible, c'est du temps gagné. Donc là, je suis vraiment là pour vous dire comment vous pouvez vous préparer pour faire en sorte que vous allez diminuer le temps nécessaire pour faire cette convergence.
Voilà, donc c'est exactement ça. Ça permet d'identifier les marges de manœuvre possibles. C'est vraiment ça. Ça veut dire c'est vraiment de vous aider à. Alors, de manière générale, est-ce que les projets intégrant la société citoyenne sont-ils plus acceptables? Alors ça, je vais me permettre de continuer un petit peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais je vais me permettre de continuer un peu la présentation pour vous dire déjà que, alors, je peux revenir rapidement sur ce concept. Donc, rappelons-nous que le projet porte déjà 50% des ingrédients qui vont faire que ça va bien se passer ou pas, que le territoire porte 50%, c'est à la louche, hein, on n'est pas sur des sciences exactes, que le projet, vous avez 3 volets sur lesquels vous pouvez travailler, le contenu, les relations, le portage. Et dans les relations et le portage, il y a beaucoup d'ingrédients que vous pouvez mettre. Il y a le financement participatif, il y a la gouvernance partagée, enfin, il y a plein de choses, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un cadre de réflexion pour éviter que ces ingrédients ils n'arrivent pas comme ça un peu j'ai entendu parler du fait que le financement participatif c'était bien, je vais le faire. Non, c'est pas, c'est bien sûr que vous pouvez le faire comme ça, mais l'idée c'est de vous donner un cadre pour voir est-ce que c'est adapté à votre projet, est-ce que c'est adapté au territoire. Voilà, c'est les ingrédients, vous les connaissez, c'est comment vous les organisez pour faire en sorte que vous allez arriver à une convergence vers le territoire. Donc, de notre analyse, donc, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous faire? On va pouvoir vous mettre en place un tableau de bord. Un tableau de bord qui, justement, c'est vraiment là pour vous aider à vous structurer, à vous organiser, à de savoir où sont les points d'urgence que vous devez travailler et comment, et si vous devez aller vers les parties prenantes et comment vous allez vers les parties prenantes. Voilà, donc vous avez des leviers qui sont identifiés à partir de l'analyse de risque. On vous fait des recommandations, on transforme ça en action, on est capable de vous identifier, alors c'est du qualitatif, hein, on est bien d'accord, on est capable de vous dire le niveau d'effort qu'il faudrait pour le mettre en œuvre et puis le niveau d'efficacité attendu. Donc là, c'est votre tableau de bord, c'est vous qui décidez. C'est vous qui regardez après en interne ce que vous pouvez faire, pas faire, si vous souhaitez le faire ou pas le faire. Hein. C'est là où vous êtes encore, vous êtes complètement maître de décider, bien évidemment, ce que vous allez faire. Donc l'idée, c'est d'éviter les risques. On vous dit, voilà les risques, vous pouvez les éviter, ben, vous décidez de les éviter si vous le voulez ou si vous ne voulez pas. Hein. Après, c'est un choix. Si ça vous coûte trop cher de les éviter, vous pouvez dire, ben, je n'évite pas les risques et je continue mon projet en l'état. Mais au moins, vous avez des outils qui vont vous permettre de vous organiser, de vous structurer, pardon, de partager en interne aussi avec vos différents responsables, de savoir est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, et qui on va voir. Donc, l'objectif, c'est toujours d'augmenter la confiance des parties prenantes. Donc, c'est-à-dire, c'est de se rapprocher au maximum de ce qui est attendu. Et je suis d'accord avec Romain que ça ne suffira probablement pas, mais déjà, vous aurez fait un grand pas en avant. Et ça va, ce pas que vous aurez fait en avant, vous seriez obligé de le faire de toute façon quand vous allez mettre votre projet sur le territoire, mais le temps que vous allez y passer va être beaucoup plus long parce que ça va être un peu essai-erreur. Voilà, donc, on prend beaucoup plus de temps essai-erreur que d'avoir une démarche un peu plus cadrée, structurée. Et le troisième niveau, donc voilà, ce que nous on appelle réduire les risques, et ben, c'est réduire les risques. C'est-à-dire une fois que vous avez identifié la sensibilité de votre territoire, votre projet, que vous savez à peu près ce qu'il faut faire pour éviter les risques et que vous apercevez que vous ne pouvez pas tout éviter, et ben, à un moment vous dites ben, il faut que je les réduise ces risques. Et là vous allez au-devant des parties prenantes. Et vous allez avoir toutes les pièces, tous les éléments pour créer une démarche participative avec l'ensemble des parties prenantes, et pas que les citoyens, et pas que les habitants, et pas que les riverains, mais aussi avec les collectivités, aussi avec les services instructeurs. Donc, vous allez avoir tout ce qu'il faut en termes d'information pour mettre en place du dialogue que vous allez définir en fonction du résultat du diagnostic. Soit c'est un dialogue qui va se limiter à je fais une séance d'information, je réponds aux questions, soit je vais un peu plus loin, il faut de la consultation parce qu'il faut que je récupère justement les perceptions, leur réalité, et puis il faut que je puisse apporter des éléments de réponse. Soit je vais sur quelque chose de plus impliquant, qui est de la concertation, voire de la co-construction. Mais ça, c'est le diagnostic qui va vous permettre de définir quel est le niveau d'engagement que vous devez avoir.
Là, je vous montre à l'écran un projet qu'on a accompagné dans lequel on a donc très rapidement, parce que c'était une collectivité qui s'était organisée comme ça, donc là bravo, qui avait mis en place un comité de pilotage. Donc on est rentré là-dedans, on a fait nos éléments d'analyse, on a proposé un cadre pour dérouler la, la concertation avec les habitants, les riverains et les services de l'État. On est parti d'un projet avec le projet initial qui était en haut, bien sûr, qui était maximisé, parce qu'on a toujours tendance à vouloir maximiser la rentabilité. Le porteur de projet était d'accord qu'il fallait ajuster son projet. Le projet final, vous le voyez, donc bien évidemment, il y a un peu de perte de puissance, mais en tous les cas, il y a eu un gain phénoménal en termes d'appropriation locale par toutes les parties prenantes, y compris les services instructeurs, l'ADREAL notamment et le SDIS. Et pourquoi? Parce que le porteur de projet savait vraiment quels étaient les leviers qu'il devait activer et dans quel ordre il devait aller voir les différentes instances et quoi leur dire. Et quand vous allez être dans cette phase de dialogue avec le territoire et que tout le monde est au courant que c'est structuré, que vous avez organisé, que vous avez pris en compte les uns et les autres et que les choses s'enchaînent, s'articulent, que vous allez solliciter le DREAL, pas officiellement, mais officieusement, pour lui dire, voilà, on en est là de la discussion avec le territoire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on est toujours dans les clous d'un point de vue réglementaire? Ils vont vous émettre, ils vont vous recevoir, ce qui n'est pas toujours gagné, parce que vous avez créé une dynamique positive sur le territoire, tout le monde est au courant que vous êtes dans une démarche positive de dialogue. Ils vont accepter de vous donner pas un avis officiel, mais un regard en disant, bah, si, voilà, nous, ce qui nous semblerait bien, c'est ça. Et quand vous revenez vers les élus et citoyens, vous dites, voilà, l'ADREAL a dit par rapport à tout ce qu'on avait réfléchi, probablement, ça serait mieux si on allait dans ce sens-là. Et ben, tout se passe bien. En une réunion, c'est passé et tout le monde est en face, quoi. Alors, cette phase déjà réalisée lors des pôles ENR, par exemple, alors c'est vrai qu'il y a des départements qui ont des pôles ENR, il y a d'autres départements qui n'ont pas de pôle ENR. Donc, bien évidemment, quand on arrive dans la phase de réduire les risques, on sait exactement les leviers que l'on a à disposition, parce que c'est vous qui savez ce que vous pouvez faire, et vous savez la dynamique que vous pouvez créer pour aller vers les uns et les autres. Et le pôle ENR, c'est des bons outils de solliciter, moi ça m'est arrivé, hein, de demander au pôle ENR un projet qui était déjà passé en pôle ENR, de revenir vers le pôle ENR en disant, écoutez, on voudrait bien vous parler un peu de où on en est de la concertation, parce que là, il y a une concertation, et de dire, voilà où on en est. Et donc, c'est un pas de plus qui va permettre de recueillir des informations, pas officielles, mais en les cas, on va commencer déjà à vous donner, les services de l'État vont vous donner des informations de comment ils voient les choses, mais pas attendre le fait que vous déposiez votre dossier ferme et puis vous saurez après si c'est accepté ou pas accepté, quoi. Alors, le projet a été réduit en raison des contraintes environnementales et réglementaires ou en fonction des attentes des riverains et habitants. Et ben voilà, tout en même temps. C'est l'avantage, hein, c'est que quand on arrive à tout traiter en même temps en ordre, hein, et sans confusion, eh ben, on peut justement éviter les allers-retours incessants. Et donc là, tout a été fait en même temps. Et c'est ce qui, d'ailleurs, parce que ça a été fait en même temps, que ça a permis d'aller vite et que ça a permis de tendre vers une convergence assez forte des intérêts qui souvent sont malheureusement divergents, hein, parce que des riverains n'ont peut-être pas forcément les mêmes intérêts que le service, que l'ADREAL ou que le SDIS, quoi. Ça, vous le savez bien. Donc, on fabrique cette convergence dans un temps relativement réduit parce que bien structuré, bien organisé. Alors, l'idée que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va arriver sur un terrain sensible que tout est perdu. Ben non, mais en tous les cas, vous y allez en connaissance de cause. N'oubliez pas que votre projet il porte déjà, lui, 50% de la part de comment les choses vont se passer. Donc, pour démarrer vite et efficacement, ce qu'on vous propose, c'est un diagnostic qu'on appelle prédictif, qui va
être en capacité d'analyser l'acceptabilité potentielle de vos projets, de faire une sensibilité du territoire. Donc là, on n'a pas d'enquête. Hein. Les enquêtes, s'il le faut, si vous ressentez le besoin, et en fonction du premier état du diagnostic, on peut le faire ou pas le faire. Mais déjà, avec là, par exemple, pour un projet à l'échelle d'une commune, on analyse la commune et les communes riveraines. Là, ce qui se passe au niveau de la communauté de communes, du département, voire de la région en termes de mobilisation potentielle, sans enquête, et on peut déjà vous donner un tableau de bord qu'on va appeler global. C'est-à-dire que vous aurez déjà les premiers leviers, les premières recommandations, comment vous pouvez aborder votre territoire. Et bien évidemment, en fonction de l'état d'avancement, vous pourrez, vous devrez ou vous pourrez aller vers une démarche de réduction des risques. Donc là, on peut aussi accompagner les porteurs de projets. On peut aussi dire, mais écoutez, pour réduire les risques, voilà comment vous devriez vous organiser. Et puis, si vous voulez continuer à travailler avec votre agence de concertation, allez-y. Nous, on vous dessine le cadre, on vous dessine le chemin à suivre, et puis voyez avec votre prestataire si vous pouvez vous organiser comme ça. Alors, s'il n'y a pas d'issue pour éviter et réduire les risques, j'imagine qu'on peut compenser notamment dans un contexte environnemental plutôt que d'annuler le projet. Alors, bien évidemment, alors quand je dis bien évidemment, non, il n'y a rien d'évident dans ce que je dis. Rappelons-nous que les marges de manœuvre pour un projet sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. C'est-à-dire, je me permets de rappeler, je reviens sur cette image, parce qu'il y a toute la partie contenu, ce sur quoi vous devez être très fort, très bon, mais ça, votre métier, il est là, hein, en tant que développeur. Vous savez faire un projet qui est fiable d'un point de vue technique, qui est viable d'un point de vue économique, qui est conforme d'un point de vue réglementaire, que de temps en temps, il y a des choses, vous ne pouvez plus bouger, mais l'acceptabilité, elle ne se joue pas uniquement là. Elle se joue aussi sur la façon dont qu'est-ce que vous allez mettre en organisation avec le territoire et la façon dont vous allez mettre en place les relations. Il y a certains projets, par exemple, je vous donne un exemple où on a été obligé de mettre en place des chartes parce qu'il y avait une défiance forte vis-à-vis du porteur de projet, pas sur son côté technique, mais sur la capacité à tenir ses engagements. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus ni dans le technique, ni dans l'économie, ni dans le réglementaire. Il y a du financement participatif. Enfin, il y a plein d'ingrédients, mais l'idée, c'est de savoir quels ingrédients on met et est-ce que ces ingrédients, ils sont bien adaptés à mon projet et à mon territoire. La compensation, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Ce qui peut être aussi utilisé, c'est aussi l'accompagnement, les mesures d'accompagnement qui peuvent être utilisées. La compensation, bien sûr, elle est réglementaire souvent, mais elle peut être aussi discutée parce qu'on peut trouver la bonne convergence entre les exigences des services instructeurs et les attentes des citoyens. Alors, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. L'idée, c'est de savoir le plus vite possible où est votre champ des possibles. C'est ça, en fin de compte, qu'on vous propose. C'est plus vous savez où est votre champ des possibles très tôt, plus vite vous vous organisez et plus vite vous anticipez les points de blocage, y compris en interne. Hein, parce que des fois, dans des entreprises, on peut se dire, non, ça, on ne le fera pas, on ne veut pas le faire. Des collectivités aussi qui vont dire, non, mais ça, il n'y a pas question. Des services de l'État, ça, il n'y a pas question. Mais au moins, déjà, vous savez où est le champ des possibles de votre projet. Cette approche ne limite-t-elle pas, à son strict minimum la participation des acteurs locaux? Non, parce que c'est pas parce qu'on a bien compris quel territoire s'adressait, c'est pas parce qu'on a bien compris son projet qu'on ne va pas décider d'impliquer complètement les porteurs de projet. Ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez avoir une démarche où vous impliquez au minimum les acteurs locaux, et si les indicateurs qu'on vous donne vous disent que c'est possible, faites-le. Si nos indicateurs montrent que vous pouvez faire une participation minimum, mais que vous avez envie d'impliquer les acteurs locaux, moi, je ne peux aller que dans ce sens, parce que plus vous impliquez les acteurs locaux, mieux c'est, et la confiance, vous allez la construire comme ça. Mais je le répète, c'est pas parce qu'on vous donne des indicateurs qui vous permettent de vous dire où sont vos points
vos points forts, vos points faibles, vos points de vigilance et comment vous devez participer, qu'il ne faut pas impliquer les acteurs locaux. C'est plutôt un mode d'emploi que vous allez fabriquer vous-même avec les informations qu'on vous donne, de dire comment j'implique mes acteurs locaux. C'est comme ça que vous allez créer la confiance, c'est comment je les implique. Donc la faisabilité d'une mesure compensatoire tant technique que financière reste un point essentiel qu'il faut approcher le plus en amont possible pour proposer une solution acceptable et pérenne après avoir évité et réduit. Bien sûr. Alors, après avoir évité et réduit, je ne sais pas si c'est après, parce qu'en fin de compte, l'acceptabilité, c'est toujours compliqué de l'imposer. Donc, ce qui est très important, c'est que dans la façon dont vous allez dialoguer avec votre territoire, parce que de toute façon, le dialogue, vous êtes obligé de le faire, alors plus ou moins intensif, plus ou moins impliquant, mais vous allez le faire. C'est pour ça qu'on vous donne ces informations, ces indicateurs, ces outils pour dimensionner votre dialogue avec le territoire. La faisabilité, bien évidemment, elle est importante, mais la faisabilité ne doit pas contraindre le dialogue. C'est presque une démarche inverse. Vous avez une capacité à dire voilà ce qui serait bien pour le territoire, et après vous dites est-ce que c'est faisable d'un point de vue financier ou technique. Et vous pouvez dire mais non, ça c'est pas faisable. Mais c'est de dire c'est pas faisable a priori, là pour le coup, vous créez de la frustration, vous créez des manques de confiance sur le territoire. Connaissez-vous le taux de réussite des projets ayant mis en place des démarches de concertation, je suppose, plutôt que de contestation, face aux projets qui n'en ont pas fait? Ben, il est vrai que pour l'instant, tous les projets qu'on accompagne, alors de A jusqu'à Z, hein, le A, vous avez vu, c'est le diagnostic, des fois on s'arrête là, et après c'est d'autres qui prennent le relais, où on va jusqu'au Z, c'est-à-dire on accompagne aussi sur la concertation. Quand c'est vraiment structuré et ouvert et que le porteur de projet dit OK, j'ai vu où étaient les points de rigidité, j'ai vu où étaient les chiffons rouges et je vais améliorer tout ça et je me mets en mode de concertation ouvert et je fais évoluer mon projet parce que la clé est là, hein, c'est faire évoluer son projet pour gagner la confiance. Bah, dans 99% des cas, ça marche. Hein. Dans 99% des cas, ça marche. Et y compris, il m'est arrivé d'intervenir pour pas du photovoltaïque, hein, mais des projets qui étaient complètement bloqués, pour des projets beaucoup plus durs que du photovoltaïque, qui étaient complètement bloqués, qu'on a réussi à débloquer parce qu'on a retrouvé des degrés de liberté, on a refabriqué de la confiance avec le territoire. Bah, oui, par rapport à l'éolien, cette démarche, elle fonctionne exactement de la même façon avec les projets éoliens. Bien évidemment, on va caractériser le projet différemment. Donc, on a aussi un start pour les projets éoliens. On a aussi des mots-clés différents pour aller voir le territoire, bien évidemment, parce qu'on n'est pas sur du photovoltaïque. Et probablement qu'on va tomber sur des diagnostics qui vont être souvent beaucoup plus rouges que orange, voire vert. Mais ça, tout le monde le sait pour le projet éolien. Mais ça marche bien. On l'a appliqué sur un projet éolien. On est arrivé très, très, très tard dans le projet éolien. On est arrivé alors que déjà la localisation a été faite, la hauteur des mâts est définie. On a fait une démarche de dialogue organisé, construit uniquement sur les mesures d'accompagnement et un peu compensatoire. Et ça a permis d'obtenir d'une part une délibération du conseil municipal qui avait changé en cours de route, hein, c'est pendant 2020, qui ne voulait plus se prononcer sur le projet, qui a fini par accepter de se prononcer sur le projet, sur les mesures qu'il voulait bien voir, et ça a permis d'avoir un avis favorable du commissaire en tout. Alors, combien de projets on a accompagnés? Bah, écoutez, pour l'instant, en termes de photovoltaïque, c'est pas les plus nombreux que l'on a fait. Hein. Pour l'instant, on est à 3-4 projets en photovoltaïque. Mais en tous les cas, sur l'ensemble des projets qu'on a accompagnés, puisqu'on intervient sur tout projet qui arrive sur un territoire et qui va se trouver confronté à des difficultés, que ce soit de l'éolien, que ce soit l'ouverture d'une carrière, que ce soit la mise en place
de la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation agricole, que ce soit pour du déploiement de technologies, d'objets communicants dans une collectivité style Linky. On est en capacité, donc, par le fait qu'on s'est aperçu que notre approche, elle est suffisamment générique. Pourquoi elle est générique? Parce qu'elle est capable de retracer exactement les caractéristiques du projet et les caractéristiques du territoire. Après, les ressorts, les leviers qui sont aussi génériques vont être précisés projet par projet. Voilà, donc c'est une vingtaine de projets que l'on a accompagnés. Dans les ENR, c'est une dizaine de projets qu'on a accompagnés pour l'instant. Les secteurs d'ENR, éolien, solaire, métal, géothermie connaissent les contestations les plus violentes en France. Alors, écoutez, par ordre, géothermie, je ne connais pas trop, mais ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que la géothermie, c'est très compliqué, notamment avec l'exemple alsacien là, qui n'a pas été très, très favorable. Le solaire, l'éolien onshore est bien évidemment loin devant. La méta, depuis 3-4 ans, ils ont rattrapé l'éolien, c'est-à-dire que l'éolien, on a des oppositions dogmatiques, hein, c'est contre la technologie, donc là, c'est une question d'acceptabilité. Il n'y a pas une bonne acceptabilité sociale et bonne appropriation locale. Il y a les deux qu'il faut travailler. La méta, c'est arrivé sur le territoire, ça fait 4-5 ans, notamment en Bretagne, où il y a eu beaucoup de méthaniseurs. Donc maintenant, quand on traite un projet de méthanisation, on a les deux. On a pareil, l'opposition de principe à la technologie et la crainte des riverains. Et le solaire, pourquoi j'ai voulu faire ce webinaire sur le solaire? Parce que je m'aperçois, en discutant avec les différents développeurs et en travaillant sur des projets, que le solaire, ça y est, vous êtes rentré vous-même dans cette dynamique de savoir qu'il y a une bonne acceptation nationale, acceptabilité nationale. En revanche, dès qu'on arrive sur un territoire, on commence à avoir des oppositions qui sont plus par rapport à la technologie. Ça couvre beaucoup trop le sol, on utilise des milieux naturels. Pourquoi faire ça et pas continuer à utiliser d'autres sources électriques? Donc, on arrive dans le même type, c'est-à-dire que dans le sud de la France, notamment, avec l'agrivoltaïsme en plus qui a l'air de vouloir démarrer, là, vous allez faire rentrer un autre acteur qui est l'acteur agriculture, hein, que je connais bien parce que j'ai pas mal travaillé dans le domaine de l'eau et la méta. On voit bien que l'agriculture, c'est aussi un acteur très important qui a sa complexité et qui va venir dans l'agrivoltaïsme, qui ne va pas être non plus à négliger. Donc, il va bien falloir aussi prendre en compte ces parties prenantes. Donc, pour l'instant, l'éolien, la méta, le solaire, pas trop, mais c'est en train de monter en puissance. Hein. Je pense que vous savez le nombre de difficultés que vous avez. Les services instructeurs sont un peu, commencent à devenir un peu des points de cristallisation très forts. Donc, il faut les aider. Hein. Nous, on propose de les aider au maximum à faire leur travail le mieux que possible, hein, sans vous recevoir tous les uns à la queue leu, parce que ça, ils n'ont pas envie de le faire. Mais c'est de les mettre dans une dynamique territoriale comme les autres parties prenantes. On travaille sur les projets agrivoltaïques, oui. À l'export, alors pour l'instant, non. À l'export, non. Là, on est sur peut-être un projet d'éolien. Alors, l'export, ça ne sera pas dans un autre pays, mais pas sur la France continentale. Donc, l'avantage de notre approche, c'est qu'elle peut se dématérialiser et puis surtout, elle donne un cadre au porteur de projet. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aider, soutenir le porteur de projet, l'aider vraiment à distance, quoi. Hein. Donc, bien évidemment, dans les phases, quand on va s'approcher de la troisième phase, qui est la phase donc de réduire les risques, donc d'optimisation, de concertation, de dialogue, plus on est proche territorialement, mieux c'est. Mais on peut aussi très bien travailler à distance si vous avez quelqu'un qui peut vous aider sur la concertation. Si vous le faites vous-même, on peut très bien vous accompagner parce qu'on a mis en place le tableau de bord qu'il faut, quoi. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Là, il faut qu'on
de la salle à 12h30, donc je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Donc j'en profite pour vous remercier. Hein, s'il y a deux, trois questions, n'hésitez pas. Donc merci aux personnes qui recherchent de l'information. Donc on peut continuer à dialoguer via mon adresse mail. Hein, elle est à l'écran. Ce que je vous propose, moi, c'est ceux qui ont vraiment envie de voir un peu plus loin par rapport à vos projets, parce que on sait bien que chaque situation est particulière, ben, vous n'hésitez pas. En 30 minutes, vous pouvez gagner quelques mois hein, sans rire. Hein. Vraiment, je peux déjà voir avec vous très rapidement si, où vous en êtes et puis peut-être vous donner des trucs, hein, des bons tuyaux pour que les choses s'améliorent assez rapidement si elles ne sont pas bonnes ou que ça aille plus vite si vous êtes même en bonne démarche. Hein. Donc, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous, on se parle 20-30 minutes et ça peut vous aider. Voilà. Alors, les supports, en principe, ce que je fais, c'est que je mets en ligne, parce que c'est enregistré, et je mets en ligne sur YouTube, sur la chaîne YouTube, je mets en ligne la présentation. Donc, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez avoir des informations un peu plus précises, un peu plus adaptées à votre situation. Si vous avez besoin de mon support, bah, envoyez-moi un mail et puis expliquez-moi aussi dans quel cadre vous avez besoin du support, voir si c'est le bon support, hein, parce qu'il peut y avoir des supports aussi plus adaptés à votre situation. Voilà. Alors, ma chaîne YouTube, je ne peux pas vous le dire comme ça, mais en tous les cas, vous trouverez l'adresse sur le site Accepte à l'avenir. Oui, vous pouvez me contacter sur Philippe Verbier, acceptealavenir.eu, il n'y a pas de souci. Écoutez, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à revenir vers moi, soit par mail, soit à prendre rendez-vous pour qu'on prenne un peu plus de temps. Et j'espère que ça va vous aider dans vos projets. Et je vous souhaite un bon développement en 2022. Merci à toutes et à tous. Une très très bonne journée. Très, très bonne journée.